morning. Please be seated. The sitting is open. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is with great honor and joy that the Court meets today for the first time in the newly renovated Great Hall of Justice. On this important occasion, I wish to emphasize that the renovation of the Great Hall coincides with the centennial anniversary of the Peace Palace, which opened its doors in August of 1913. This momentous occasion will be celebrated later this year in many ways. The Great Hall of Justice was first used by the Permanent Court of Arbitration for arbitral proceedings administered by that institution. In 1922, it became the home for judicial proceedings conducted before the Permanent Court of International Justice, and since 1946, the International Court of Justice has made it its permanent courtroom. Over the decades, countless eminent agents and counsel have appeared before these institutions. Groundbreaking legal arguments have been put forward by parties. Peaceful solutions and settlement of international disputes have been articulated while upholding the rules and principles of international law, and greater adherence to the international rule of law has been continuously promoted. This room has been the breeding ground for some of the most seminal and important decisions in the field of international law during the last 90 years. The prospect of bringing a dispute to the World Court for adjudication, which should not be construed as an inimical or hostile act, as the Manila Declaration on Peaceful Settlement of International Disputes tells us, actually serves to further the objectives of international peace, security and justice. Proceedings before the court may contribute to diffusing tensions between disputing states and ultimately help strengthen the rule of law on international plane. Needless to say, this room has seen its share of historical disputes over the last century and has remained a locus for the formulation of timely, well-reasoned and just legal solutions. The Great Hall of Justice, quite a suitable name indeed. What is more, today the Court is presented with the outcome of the first major renovation of this hall in 100 years. In the past, minor refurbishment works had been carried out to accommodate certain requirements of the Court's predecessor, the Permanent Court of International Justice, such as extending its bench in view of its enlarged composition. Yet, no renovation project of this magnitude had ever been envisaged prior to the recent reconfiguration and refurbishment of this hall. Today, the Great Hall vastly superior working capabilities, being now equipped with first-rate and modern technical facilities, all while exhibiting a fresh and modern look. Thus, the Court is very pleased that it will continue hearing the cases submitted to it faithfully and impartially, as dictated by the noble judicial mission entrusted to it, in improved and modern working conditions. In many ways, therefore, the centennial anniversary year provides a propitious opportunity not only to reflect and meditate on the great past and history surrounding this hall, the palace, and the institutions housed in it, but also to look forward and to embrace a future in which international peace, justice and modernity can work hand in hand. While it is no doubt important to commemorate the past, we must not forget those more immediate actors that have helped shape the present. The initiative of renovating the Great Hall of Justice was first raised by Dame Rosalind Higgins when she was President of the Court, for which she must be heartily commended.
The renovation of this great hall was made possible through the tireless efforts of several individuals and institutions. In this spirit, the Court extends its sincere gratitude to the Carnegie Foundation, its board led by Dr. Bott, and its Director General, Mr. Steven van Hoogstraten, to the Dutch government and to the United Nations for financial support towards the achievement of this renovation project. Warm thanks are also due to those individuals and companies that have helped create the newly designed Great Hall, namely the main architect Marijke van der Weijst, co-architect Julian Wolse, the carpet designer Annette Haak, the project managers Edwin van Eekhoven and Corne Nordham, the coordinator of the Carnegie Foundation Guido Bennebroek, the company Smulders for providing the new bench, the technical booth and the interpreter's booth, the company Erco which designed the lighting, the company Verkaart for handling all technical aspects of the renovation, the company Dupri for carrying out the rebuilding task in the Great Hall, and the company Vitra for furnishing the Great Hall. It is to be hoped that this Great Hall of Justice, which has served for 90 years as a bastion of international peace and justice and as an incubator for the peaceful settlement of disputes, will be of further use in promoting and strengthening the international rule of law. Excellencies, distinguished guests, the Court meets for the first time since passing away on 13 February 2013 of our esteemed former colleague, His Excellency Judge Peter Koijmans, who was a member of the International Court of Justice from 1997 to 2006. His spouse, Ms. Jeanne Koijmans-Verhagen, is now among us here in the Great Hall of Justice. It was with profound sadness and sorrow that members of the Court learned of the death of Judge Koijmans, which is a tremendous loss for the Netherlands, for the international legal community, and for international law and justice, which is served with exemplary authority and great talent. As a judge of the International Court of Justice, he was highly respected for his moral and human qualities, his knowledge and skills. As a professional jurist, he was eminently wise, perceptive, and pragmatic, possessed a remarkable sense of compromise, and was widely praised for his balanced judgments. None of us will forget the major contributions Judge Koijmans made to the fulfillment of the Court's important mandate. He participated actively in numerous cases, offering all his experience and knowledge, and thus serving the cause of international peace and justice. We will also remember the great significance he attached to human rights, which permitted all his work. During his long and illustrious legal career, Judge Koijmans also served as member of the Permanent Court of Arbitration, chairman of the Administrative Council of the Hague Academy of International Law, and lecturer at the same academy, chairman of the Netherlands branch of the International Law Association, member of the Board of Editors of the Netherlands International Law Review, professor of Public International Law at Free University of Amsterdam, at the University of Leiden. In addition, he occupied numerous other important posts. Judge Koijmans' political and diplomatic career was no less illustrious. We need only recall that he served first as Secretary of State and later as Minister for Foreign Affairs of the Netherlands, and was appointed Minister of State. In all the positions he held, he discharged his responsibilities with the utmost competence and professionalism. In recognition of Peter Koijmans' outstanding service to his country, Queen Beatrix made him Knight of the Order of the Netherlands Lion, Commander of the Order of the Orange Nassau, and Knight of the Order of the Gold Lion of the House of Nassau. We are keenly aware of how devoted Judge Koijmans was to his family, and we hope that Mrs. Koijmans
his children, and other close family members will be able to find support and solace in the shared memories of the departed loved one. On behalf of members of the court and myself, the registrar and the registry staff, let me extend our deepest sympathy and our heartfelt thoughts to them at this time of affliction. May I kindly ask you to stand and observe 1 minute of silence in memory of Judge Peter Koymans. Please be seated. Thank you. La Cour s'est réunie aujourd'hui pour entendre les parties en leur plaidoirie dans l'affaire relative à la demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire de Temple de Preah Vihear, Cambodge contre Thaïlande. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de nationalité des parties, chacune d'elles s'est prévalue de la faculté que lui confère le paragraphe 3 de l'article 31 du statut de désigner un juge ad hoc. M. Gilbert Guillaume, désigné par le Cambodge, M. Jean-Pierre Cotte, désigné par la Thaïlande, ont été tous deux dûment installés le 30 mai 2011 comme juge ad hoc en l'affaire à l'ouverture des audiences sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Cambodge. Je rappellerai à présent les principales étapes de la procédure en l'espèce. Le 28 avril 2011, le Royaume du Cambodge a déposé au greffe de la Cour une requête introductive d'instance dans laquelle, se référant à l'article 60 du statut de la Cour et à l'article 98 de son règlement, le Cambodge demande à la Cour d'interpréter l'arrêt qu'elle a rendu le 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Preah Vihear. Le Cambodge, dans sa requête, prie notamment la Cour de dire que l'arrêt de 1962 se fonde sur l'existence préalable d'une frontière internationale reconnue entre les deux États et définie par la carte sur la base de laquelle la Cour a constaté la souveraineté du Cambodge sur le temple de Preah Vihear. Le même jour, après avoir déposé sa requête, le Cambodge, se référant à l'article 41 du statut et à l'article 73 du règlement, a également déposé une demande en indication de mesures conservatoires afin de faire cesser les incursions de la Thaïlande sur son territoire en attendant que la Cour se prononce sur la demande en interprétation de l'arrêt de 1962. Par ordonnance du 18 juillet 2011, la Cour, après avoir rejeté la demande de la Thaïlande tendant à obtenir la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, a dit qu'il avait prima facie compétence et indiqué certaines mesures conservatoires. Par lettre du greffier en date du 20 juillet 2011, les parties ont été informées que la Cour, en application de l'article 98, paragraphe 3 du règlement, avait fixé au 21 novembre 2011 la date d'expiration du délai dans lequel la Thaïlande pourrait présenter des observations écrites sur la demande en interprétation du Cambodge. Le 21 novembre 2011, dans le délai prescrit à cet effet, la Thaïlande a déposé ses observations écrites sur la demande en interprétation du Cambodge. Par lettre datée du 22 novembre 2011, l'agent du Cambodge a indiqué à la Cour que son gouvernement sollicitait, je cite, un délai d'une quinzaine de jours pour étudier au préalable les observations, fin de citation, écrit de la Thaïlande, suivi d'un, je cite, délai de 3 mois pour apporter sa réponse aux 10 observations. Fin de citation. Par lettre du 24 novembre
2011, le greffier a fait savoir aux parties que la Cour avait décidé de donner à ces dernières la possibilité de lui fournir par écrit un supplément d'information, conformément au paragraphe 4 de l'article 98 du règlement, et avait fixé au 8 mars 2012 et au 21 juin 2012, respectivement, les dates d'expiration des délais pour les dépôts par le Cambodge et par la Thaïlande d'un tel supplément d'information. Chacune des parties a déposé celui-ci dans un délai prescrit à cet effet. Par lettre du 2 mars 2012, l'agent de la Thaïlande a prié la Cour de donner aux parties la possibilité de lui fournir oralement un supplément d'information. Dans un courrier du 7 mars 2012, l'agent du Cambodge a fait savoir à la Cour que son gouvernement n'y était pas opposé. Par lettre du 22 juin 2012, le greffier a informé les parties que la Cour avait décidé de leur donner la possibilité de lui fournir oralement un supplément d'information, conformément au paragraphe 4 de l'article 98 du règlement. Conformément au paragraphe 2 de l'article 53 de son règlement, la Cour, après s'être renseignée auprès des parties, a décidé de rendre accessible au public, à l'ouverture de la procédure orale, des exemplaires des pièces de procédure et documents annexés. En outre, l'ensemble de ces documents, y compris leurs annexes, seront placés dès aujourd'hui sur le site Internet de la Cour. Je constate la présence à l'audience des agents, conseils et avocats des deux parties. Conformément aux dispositions relatives à l'organisation de la procédure arrêtée par la Cour, les audiences comprendront un premier et un second tour de plaidoirie. Le premier tour de plaidoirie débute aujourd'hui et se terminera mercredi le 17 avril 2013. Le second tour de plaidoirie s'ouvrira le jeudi 18 avril 2013 et s'achèvera le vendredi 19 avril. Le Royaume du Cambodge, qui est l'État demandeur en l'affaire, sera entendu le premier. Et étant donné mon discours de ce matin, la délégation cambodgienne peut, si c'est nécessaire, dépasser 13 heures d'une dizaine de minutes. Je donne à présent la parole à son Excellence M. Ornamong, agent du Royaume du Cambodge. Excellence, vous avez la parole. Je m'excuse, Excellence, est-ce que vous pouvez brancher votre microphone? Présent une nouvelle fois aujourd'hui devant vous en tant qu'agent représentant le Royaume du Cambodge. Il s'agit cette fois-ci de clore la procédure qui mènera votre cour vers sa décision finale dans l'affaire qui nous occupe. Je mesure donc la gravité de ce moment pour mon pays et je souhaite que votre juridiction puisse rendre un arrêt sur l'interprétation de l'arrêt de 1962 qui clôturera définitivement ce litige qui obscurcit depuis quelques années les relations entre notre voisin, la Thaïlande. Il est temps désormais d'entretenir entre les deux pays des relations cordiales, pacifiques et animées par un esprit constructif. Le Cambodge le souhaite plus que jamais. Comme il se doit, je laisserai les conseils du Cambodge répondre aux différents arguments juridiques qui ont pu être développés dans les écrits successifs de la Thaïlande. Pour ma part, il me revient de rappeler le contexte dans lequel nous nous trouvons, contexte qui nécessite que votre Cour prenne une décision d'une importance fondamentale pour la paix, l'amitié et la coopération entre les deux pays et pour la région en général. Auparavant, je souhaite remercier sincèrement la Cour pour avoir permis au Cambodge
et à la Thaïlande de s'exprimer de manière conséquente durant cette procédure, car vous avez bien voulu laisser au Cambodge et à la Thaïlande un cycle complet de procédures écrites et orales, prouvant par là même l'importance que vous attachez à l'affaire que le Cambodge a portée devant vous. Le Cambodge veut croire que ceci n'est pas dû au hasard, mais résulte du sérieux des fondements sur lesquels cette affaire a été portée devant vous. D'abord, je souhaite rappeler rapidement pourquoi le Cambodge revient devant la Cour 50 ans après l'arrêt initial. Quelle est aujourd'hui la situation sur le terrain, notamment au regard des mesures conservatoires prononcées par votre Cour en juillet 2011? Quelle est l'attitude de la Thaïlande vis-à-vis de cette situation? Ce que le Cambodge souhaite et pourquoi la Cour doit prononcer sur l'interprétation pertinente à l'issue de cette procédure. Rappel de l'histoire récente. Pourquoi le Cambodge revient 50 ans après l'arrêt du 15 juin 1962 devant votre juridiction? Il ne s'agit nullement pour le Cambodge d'une procédure superflue, mais vient de la nécessité qui s'est imposée de revenir devant votre Cour pour élucider la bonne interprétation à donner à l'arrêt initial afin de régler le différend portant sur le sens et la portée de l'arrêt 1962. Cette nécessité résulte, comme on le sait, d'actes d'agression armée de la Thaïlande, alors gouverné par le Premier ministre Apisit Pichachiva, contre le Cambodge en 2008 et 2011, à la frontière entre les pays dans la région du temple de Pravihir. Depuis que le Cambodge a réussi à faire inscrire ce temple sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008, en dépit d'une forte opposition de la Thaïlande. Sans ces agressions armées, le Cambodge aurait continué de jouir paisiblement de sa souveraineté dans cette région. C'est donc bien le classement de ce temple au patrimoine mondial de l'UNESCO qui constitue le point de départ de ces incidents armés, ainsi que la réclamation de 4,6 km² à proximité du temple, comme ceci est explicitement mentionné dans une publication du ministère thaïlandais des Affaires étrangères en décembre 2011, sous le titre, je cite, « Les informations que le peuple thaï doit savoir », ainsi que plusieurs autres publications thaïlandaises. Mystérieusement, la Thaïlande, dans ses observations écrites du 21 juin 2012, semble oublier que cette série d'attaques militaires contre le Cambodge, faiblement armées, de 2008 à 2011, ponctuées de destructions, y compris celles touchant le temple lui-même, de blessés et de morts à la suite de ces agressions armées. Elle souhaite donc faire oublier la raison pour laquelle il est nécessaire que votre juridiction se prononce sur la bonne interprétation à donner à l'arrêt 1962. Ceci n'est guère étonnant, puisque après avoir ressurgi les tensions que le Cambodge pensait de l'ordre du passé, la Thaïlande feint d'ignorer qu'il existe bien un différend entre les deux États sur l'interprétation de l'arrêt de 1962. Ce sont pourtant bien ces éléments qui ont poussé le Cambodge, faute d'arrangement diplomatique avec le gouvernement thaïlandais à cette époque, le gouvernement de M. Apisit Pichachiva, à revenir devant la Cour internationale de justice. L'attitude incohérente de la Thaïlande prouve surtout que cet État n'a jamais réellement accepté la solution de l'arrêt de 1962. Certes, après quelques tergiversations, la Thaïlande aurait finalement accepté l'arrêt du 15 juin 1962, mais son interprétation de cet arrêt, comme en témoignent essentiellement ses prises de position depuis 2008, prouve qu'elle a toujours cherché à en minimiser le sens et la portée.
C'est bien la raison pour laquelle le Cambodge se voit obligé de poser aujourd'hui à votre juridiction la question du sens et de la portée exacte de l'arrêt de 1962. 2. La situation d'aujourd'hui. Malheureusement, le Cambodge ne peut que déplorer la situation actuelle dans la région du Temple de Pravihir, puisque les négociations bilatérales sur le retrait des troupes de la zone démilitarisée provisoire, conformément aux mesures conservatoires décidées par votre résolution du 18 juillet 2011, n'ont pas abouti, contrairement à ce que souhaite le Cambodge pour un retrait rapide et simultané. Lors des réunions des groupes de travail conjoints créés à la demande de la Thaïlande en décembre 2011, chargés du retrait des troupes de la zone démilitarisée provisoire, la Thaïlande trouve toujours des échappatoires pour ne pas respecter votre ordonnance du 18 juillet 2011. Il en fut ainsi lors des 3 réunions entre avril et décembre 2012. En conséquence, il n'a pas été possible de mettre en place des observateurs indonésiens chargés, sous les auspices de l'ASEAN, de contrôler le retrait des troupes de la zone du Temple en attendant votre jugement définitif. Le Cambodge ne peut que regretter cette situation contraire à votre jurisprudence, qui rend l'application des mesures provisoires obligatoires pour les 2 parties. Dans le livre blanc de la Thaïlande de décembre 2011, que le Cambodge a versé au dossier de la Cour, il a notamment indiqué que, et je cite, « La Thaïlande souhaite que le Cambodge retire ses forces armées et sa population civile de la zone du Temple de Pravihir, de la colonie, du marché et de la pagode Kasekha Kriswara avant que les observateurs indonésiens puissent y entrer. » Dans la décision de la Cour du 18 juillet 2011, il n'a été nullement demandé le retrait de la population vivant paisiblement dans cette zone depuis des décennies, qualifiée en l'espèce d'une manière injurieuse et contraire au droit de colonie. Cette expression de colonie peut faire croire que le Cambodge aurait installé des populations sur un territoire thaïlandais occupé par le Cambodge et qui se situerait en dehors de sa souveraineté, alors que la population cambodgienne vivait aux abords du temple en territoire sous la souveraineté cambodgienne. En réalité, la Thaïlande continue de s'arc-bouter sur une hypothétique négociation sur la délimitation des frontières dans le cadre du Memorandum of Understanding de l'an 2000. La Thaïlande fait de ce mémorandum l'instrument d'une future délimitation des frontières entre les 2 États, alors que le MOU en question, stricto sensu, ne concerne que la démarcation, qui est différente de la délimitation, car la frontière de la région du Temple de Pravihir a déjà été délimitée par la carte annexe 1, ainsi que l'indique votre arrêt de 1962. 3. L'attitude de la Thaïlande. En effet, pour la Thaïlande, il n'existerait pas de différend. Et, selon une expression qu'elle utilise à plusieurs reprises, l'arrêt de 1962 et notamment son dispositif serait clair comme cristal clair. Cette affirmation, quelque peu ironique, est d'ailleurs dans la lignée du ton qu'elle utilise dans ses écrits où se mêlent la mauvaise foi, l'ironie et même le mépris quand il ne s'agit pas d'arguments absurdes ou répétitifs. En réalité, au-delà de ce ton, la Thaïlande essaie une nouvelle fois de refaire l'arrêt de 1962. Elle introduit des éléments de confusion dans le débat, notamment en alimentant une soi-disant querelle sur les cartes présentées ou en réfutant des affirmations qu'elle a elle-même soulevées,
comme la question du périmètre de 4,6 km² revendiqué par la Thaïlande dans son livre blanc de décembre 2011 que j'ai déjà cité. La vérité, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres de la Cour, est que la Thaïlande ne sait plus comment défendre une position contradictoire et intenable et qu'elle fait tout pour retarder un jugement que le Cambodge souhaiterait au contraire rapide de manière à éclaircir la situation. Cette stratégie du recul est bien connue de la part d'États dont l'argumentaire n'est guère fondé. Le refus par la Thaïlande d'accepter la présence d'observateurs indonésiens déjà évoqués va également dans ce sens. Ce que le Cambodge demande, comme ceci fut exprimé lors des phases précédentes, le Cambodge souhaite aboutir à une interprétation authentique et définitive de l'arrêt de 1962. Il ne s'agit pas d'une question d'exécution de l'arrêt. Il ne s'agit pas non plus d'une question de délimitation de la frontière, puisque celle-ci est déjà délimitée par la carte de l'annexe 1, sur laquelle s'est basée la Cour pour rendre son arrêt en 1962. Il s'agit d'une interrogation sur le sens et la portée de l'arrêt du 15 juin 1962. La question posée est celle de la souveraineté et l'intégrité territoriale du Cambodge dans la zone du Temple, puisque l'arrêt de 1962 indique clairement que le Temple de Pravihir est situé en territoire relevant de la souveraineté du Cambodge et qui demande à la Thaïlande de retirer ses troupes du Temple et de ses environs situés en territoire cambodgien. Or, comment peut-être qu'on puisse ce retrait si ce n'est en rapport avec la seule carte, la carte de l'annexe 1, sur laquelle votre arrêt de 1962 s'est basé, pour la simple raison que celle-ci est reconnue par la Thaïlande comme étant la frontière entre les États dans cette région du Temple de Pravihir. En clair, ce n'est pas une délimitation que le Cambodge souhaite obtenir. Elle existe déjà, mais c'est une interprétation du dispositif de l'arrêt du 15 juin 1962, en essayant de créer des diversions par rapport aux questions essentielles. La Thaïlande peut faire douter la Cour du sens de la question posée. Il en résulte que, pour le Cambodge, l'interprétation qui prévaut de cet arrêt est que le Cambodge est souverain sur un territoire dont les limites dans la région du Temple de Pravihir sont décrites dans la carte de l'annexe 1, sur laquelle la Cour s'est entièrement basée pour l'intégralité de la décision qu'elle a prise en 1962, et qu'il en déroule bien une obligation continue dans le temps du retrait des troupes thaïlandaises jusqu'aux limites de ce territoire. En conclusion, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour, l'importance que le Cambodge accorde à la décision de la Cour va bien au-delà du simple périmètre concerné. Il s'agit d'un symbole très fort des relations entre les deux États, symbole dont dépend la paix et la sécurité, la coexistence pacifique et amicale entre le Cambodge et la Thaïlande. Le Cambodge peut croire que la Cour, en tant qu'organe judiciaire principal des Nations Unies, a un rôle fondamental dans la paix entre les peuples. Sans interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962, la situation de statu quo qui en résulterait aurait très probablement des conséquences fâcheuses qui empêcheraient d'autant la nécessité de vivre dans un environnement amical, paisible et coopératif entre les deux États. Il en résulte que le Cambodge attend impatiemment la décision que vous prendrez pour clore un chapitre conflictuel
de ses relations avec son voisin, surtout dans la région du Temple de Pravihir, dont chacun connaît l'extrême importance historique, politique et culturelle pour le peuple cambodgien. Des confrontations armées en 2008, 2009 et 2011 ont provoqué des dommages irréparables sur les éléments architecturaux du temple lui-même, patrimoine de l'humanité. Mais ils ont entraîné surtout la perte inutile de vies humaines, des blessés, ainsi que des déplacements de population. Au-delà des aspects proprement juridiques, c'est une réalité que ne peut ignorer votre cour, dont on connaît l'influence et le poids sur la conduite des États. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à mes propos et je vous prie de bien vouloir donner la parole maintenant au président Jean-Marc Sorel. Je vous en remercie. Je vous remercie, Monsieur le Vice-Premier ministre, et je passe la parole au professeur Jean-Marc Sorel. Vous avez la parole, monsieur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour, c'est pour moi un très grand honneur de me présenter de nouveau devant vous au nom du Royaume du Cambodge dans le cadre de cette procédure en interprétation. Après la présentation générale de son Excellence le Vice-Premier ministre, agent du Royaume du Cambodge, il me revient d'introduire la manière dont nous souhaitons répondre aux différents arguments de la Thaïlande présentés dans ses écrits, et particulièrement dans son supplément d'information du 21 juin 2012. Pour cela, le Cambodge va successivement indiquer dans cette brève présentation tout d'abord quelle est en résumé pour le Cambodge la manière dont se présente simplement l'affaire qui est portée devant vous. Ensuite, l'impression globale ressentie par le Cambodge à la lecture des observations écrites de la Thaïlande et notamment les principaux arguments développés par cet État. Enfin, quelle est la structure de la réponse du Cambodge? Une simple question d'interprétation de l'arrêt de 1962. Alors que la Thaïlande cherche à nous plonger dans les méandres d'une argumentation complexe, peu linéaire, il est nécessaire de résumer simplement la manière dont le Cambodge aborde l'affaire qui est présentée devant vous. Il s'agit d'interpréter le paragraphe 2 du dispositif de l'arrêt du 15 juin 1962 à la lumière du paragraphe 1er, en liaison directe avec l'obligation pour la Thaïlande de retirer ses troupes stationnées dans le temple ou dans, je cite, les environs situés en territoire cambodgien. Dès lors, la référence au territoire du Cambodge ne peut être comprise qu'au regard de ce que la Cour dit à propos de l'acceptation par les deux parties de la carte de l'annexe 1 comme indiquant la ligne frontalière dans la région du Temple. Ce motif central, fondamental, quasiment unique, indiqué par votre Cour, est par conséquent inséparable du dispositif. Il en découle que l'obligation d'évacuation des troupes est une obligation continue et qui doit être comprise en rapport avec la ligne indiquée sur la carte de l'annexe 1. L'interprétation unilatérale et volontairement restrictive de l'arrêt par la Thaïlande ne peut donc être acceptée. Voilà, d'une manière simple, sans ambiguïté, comment le Cambodge comprend le dispositif de l'arrêt de 1962. La Thaïlande est malheureusement très loin de le comprendre de la même manière, et il existe donc clairement un différend sur l'interprétation de l'arrêt. Ceci ressort de la lecture des écrits de la Thaïlande. Quelle est l'impression, la compréhension par le Cambodge des arguments de la Thaïlande? Cette impression peut être résumée par un triptyque: le ton utilisé, l'agencement des arguments et la teneur des arguments. Concernant le ton utilisé,
celui-ci est le plus souvent ironique, condescendant, voire méprisant. L'ironie qui sous-tend les observations de la Thaïlande n'est en effet pas exempte d'une certaine condescendance. Ainsi est dénoncée la paranoïa du Cambodge. Nous laissons au greffe le soin d'introduire les notes et références précises dans le compte-rendu de cette plaidoirie. De même, l'ironie perce à plusieurs reprises lorsque certains arguments du Cambodge sont jugés dignes, je cite, d'Alice au pays des merveilles. Et sans doute le Cambodge pourrait-il préférer Orgueil et préjugés de Jane Austen comme référence caractérisant l'argumentaire de la Thaïlande. Certes, on peut y reconnaître le sens de la formule. Par exemple, lorsque le dispositif implicite devient le dispositif par accident. Mais cette ironie ne peut suffire à masquer un argumentaire pauvre qui se cache derrière un ton détaché. Cela va plus loin lorsque le ton devient plus méprisant, notamment lorsque la Thaïlande évoque des arguments, je cite, déformés, dénaturés, non pertinents dans la réponse du Cambodge. Ceci semble plutôt démontrer la gêne de la Thaïlande pour répondre aux arguments du Cambodge, sinon il semblerait inutile de répéter, comme le fait la Thaïlande, un très grand nombre de fois le même argument. L'agencement des arguments est tout aussi significatif. La Thaïlande estime que l'affaire à l'origine n'est pas une affaire de délimitation et que le Cambodge cherche aujourd'hui à obtenir quelque chose qu'il n'aurait pas obtenu en 1962, à savoir que la carte de l'annexe 1 est bien celle acceptée par les deux parties qui définit la frontière dans la région du Temple. Le leitmotiv de la Thaïlande est qu'il n'existe aucun lien entre les motifs et le dispositif, ce qui rend la carte de l'annexe 1 hors sujet et la requête irrecevable. L'impression est que l'ensemble n'est guère coordonné, que la réponse de la Thaïlande aurait pu tenir en une vingtaine de pages, et pour le moins, on aura compris que le dispositif est pour la Thaïlande clair comme de l'eau de roche, ce qui n'a pas été toujours le cas depuis 1962, comme ceci sera démontré ensuite. L'aspect le plus significatif tient sans doute dans la teneur des arguments. Globalement, la Thaïlande essaie de faire passer l'idée que le temple se trouve naturellement en Thaïlande, même si la Cour, par erreur, l'a attribué au Cambodge en 1962. Et en quelque sorte, elle signifie à la Cour que cette erreur ne doit pas être poursuivie par une interprétation de son arrêt qui définirait clairement le territoire sur lequel se trouve le temple. Pour ce faire, bizarrement, la Thaïlande arrête son historique avant 2007, mais ne dit quasiment rien des incidents armés qu'elle a provoqués en représailles à l'inscription du temple sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ceci est bien sûr contradictoire avec un argument central de la Thaïlande selon lequel le Cambodge aurait acquiescé à la séparation opérée depuis 1962. Car on peut alors se demander comment des incursions armées de sa part pourraient avoir lieu sur un territoire qu'elle prétend être le sien et qu'elle prétend contrôler. Incursion à la base de la volonté pour le Cambodge de demander à la Cour une interprétation claire de l'arrêt de 1962 et dont témoignent les mesures conservatoires adoptées par votre Cour. Au-delà, le raisonnement tortueux suivi par la Thaïlande dans ses observations du 21 novembre 2011 et son supplément d'information du 21 juin 2012 permet de distinguer trois étapes correspondant à trois lignes successives de défense. Premièrement, pour la Thaïlande, il n'existerait pas de conflit d'interprétation, mais une simple discorde sur l'application ou l'exécution de l'arrêt de 1962, et dès lors, la Cour ne serait pas compétente et la requête serait irrecevable. Deuxièmement, néanmoins, si la Cour devait se reconnaître compétente et déclarer la requête recevable, l'interprétation ne serait pas possible, car il faut opérer une lecture isolée du dispositif, ce qui rend inutile la prise en compte des motifs pour l'interprétation
car ils ne sont pas res judicata. Au surplus, le dispositif serait sans ambiguïté pour la Thaïlande. Troisièmement, enfin, si la Cour décidait finalement d'interpréter son arrêt de 1962, cette interprétation ne pourrait être que favorable à la Thaïlande, car la Cour devrait reconnaître qu'il s'agit d'un conflit territorial et non d'un conflit frontalier, que dès lors la carte de l'annexe 1 n'est pas pertinente, mais un autre faisceau de preuves le serait, qu'une définition unilatérale de la frontière est donc possible pour la Thaïlande, que l'accord du 14 juin 2000 existe pour régler le conflit frontalier, que le retrait des troupes thaïlandaises exigé en 1962 des environs n'aurait pas un caractère continu, et qu'enfin le Cambodge aurait modifié le sens du différend entre sa requête et ses observations en mettant en avant désormais le paragraphe 1 du dispositif de l'arrêt de 1962 au lieu du paragraphe 2 sur lequel le Cambodge se serait initialement appuyé pour sa requête. Cela fait beaucoup. Incontestablement, il y a une certaine fébrilité dans l'argumentaire débridé de la Thaïlande, doublé d'un manque d'assurance propre à douter de sa cohérence. Il paraît plus simple à la Thaïlande d'affirmer finalement que le Cambodge ne répond pas à ses arguments, ce qui a pour objectif d'entraîner la Cour vers une refonte de l'arrêt de 1962, autrement dit, de refaire le jugement si la Cour acceptait d'interpréter son arrêt. Or, ceci est inutile, car il ne s'agit pas de refaire le jugement, ni même de reprendre le processus de 1959 à 1962, mais il faut partir de celui-ci. Le Cambodge a toujours affirmé que la question en débat partait de l'arrêt de 1962 et non y aboutissait. Finalement, la Thaïlande opère ainsi un magnifique renversement du raisonnement de la Cour et a bien du mal à comprendre ce qu'est une affaire en interprétation. Sur tous ces points, le Cambodge va désormais apporter des réponses appropriées selon la structuration suivante. Tout d'abord, Sir Franklin Berman exposera les arguments du Cambodge concernant la compétence de la Cour et la recevabilité de la requête en interprétation déposée par le Cambodge. Il démontrera que les faits établissent clairement qu'il existe une série de différends liés entre eux qui correspondent strictement aux critères posés par la Cour pour l'interprétation dans le cadre de l'article 60 du statut de la Cour, et que les arguments dans les réponses de la Thaïlande ne possèdent aucune base solide au regard de l'arrêt de 1962. Mon collègue Ronman Bondi prendra ensuite la parole et son exposé portera essentiellement sur deux aspects. Premièrement, il démontrera sur la base des faits avérés dans cette affaire qu'il existe incontestablement un différend entre les parties sur le sens et la portée de l'arrêt de 1962. Dès lors, la requête en interprétation du Cambodge est sans conteste pleinement recevable. Deuxièmement, il discutera des différents arguments avancés par la Thaïlande dans ses observations écrites pour amoindrir l'importance de la carte de l'annexe 1 au regard de versions différentes de cette carte qui auraient été récemment découvertes par la Thaïlande, ainsi qu'au regard d'autres cartes qui n'ont joué aucun rôle dans l'arrêt de la Cour en 1962. Comme mon collègue le démontrera, la seule carte qui fut au centre de la décision de la Cour fut la carte produite par le Cambodge sous l'appellation d'annexe 1 dans sa requête et son mémoire lors de la procédure entre 1959 et 1962. Pour clore cette journée de plaidoirie, je vous demanderai, Monsieur le Président, de bien vouloir me redonner la parole cet après-midi. Il sera alors temps de revenir sur le raisonnement de la Thaïlande pour parvenir à ce qu'elle souhaite, à savoir la stricte séparation des motifs et du dispositif de l'arrêt de 1962.
Le caractère pourtant inséparable des motifs et du dispositif, comme il sera démontré, entraîne des conséquences que la Thaïlande préfère ignorer. Il en va ainsi de l'impossible définition unilatérale d'une frontière à l'encontre des motifs, tout comme il devient impossible d'établir une claire coupure entre un conflit territorial et un conflit de délimitation, comme le souhaiterait la Thaïlande. Pour parvenir à ces fins, la Thaïlande est dans l'obligation d'inverser totalement le raisonnement de la Cour en 1962, au mépris de la plus élémentaire des logiques, et ceci dans l'objectif de provoquer une refonte insidieuse de l'arrêt de 1962, à l'opposé de la lecture constante par le Cambodge des paragraphes 1 et 2 du dispositif d'une manière simultanée. Pour entamer cette démonstration, je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir donner la parole à mon collègue Sir Franklin Berman. Je vous remercie, professeur Sorel, and I give the floor now to Sir Franklin Berman. Sir Frank, you can present your pleading without any break, or you can also indicate appropriate moment for a pause if this does not have any impact on the flow of your argument. Mr. President, it had been my intention to signify a point at which it might be appropriate for the Court to take a break, if that is your wish. Yes, thank you. Mr. President, members of the Court, it is with the customary sense of honour, but coupled with a heavy responsibility, that I address the Court once again on behalf of the Kingdom of Cambodia. The responsibility weighs heavily, not merely because this case is of such central significance for Cambodia and for peaceful and cooperative relations in the region, as has just been so eloquently described by the agent. There is a heavy responsibility as well, because a request for interpretation, and especially one brought in these hitherto unprecedented circumstances, engages in the most direct way the integrity of the Court's judicial process and the binding and definitive character of its judgments, as laid down in the Charter of the United Nations and the Court's own statute. I'm sure that this is a theme that our distinguished opponents will accept and endorse. My fear is that we will read different consequences into it. Mr. President, the procedure for interpretation is built into the statute itself. It's there for a purpose. The purpose is to ensure that if difficulties ensue in understanding and giving effect to a judgment formally pronounced by the Court itself, on the application of either party, can be moved into action once more, and the outcome of this process will be an authoritative, an authentic, and above all, a definitive statement of how the original judgment should be interpreted and understood. I've laid stress on definitive because this quality emanates from the very fact it is the Court which has the duty of laying down for the parties the proper understanding that must be given to its judgment. This is the antithesis, in other words, of a renewed struggle of wills between the disputing parties over what the Court had or had not decided. It is the absolute antithesis of a situation in which one party juts its jaw, decides for itself what the judgment is to mean, and sets about compelling others to accept that interpretation. Mr. President, a request for the Court to interpret its own past judgment requires no further act of consent by the parties beyond that on the basis of which the Court originally assumed jurisdiction to hear the dispute. That's important. Its importance is that it shows that this faculty to interpret constitutes an inherent part of the process by which the Court settles with binding legal force the dispute between the parties brought before it. To put it another way, the purpose of the process of interpretation, as laid out in Article 60 of the statute, is to reinforce the legal situation as it results from the judgment, and to do so with all the clarity that may be needed for operational purposes. The matter was neatly and precisely put by the Permanent Court as far back as 1927 in its decision on the interpretation of its judgments in the Chotsov factory case, where the Permanent Court said, "The Court is of the opinion
that the expression "to construe" must be understood as meaning to give a precise definition of the meaning and scope which the court intended to give to the judgment in question. It is not the purpose of interpretation to redo what the court has already done. It is not its purpose to undo what the court has done. I expect that our opponents will once again accept this cardinal proposition. They could hardly do otherwise. Or at least they may accept the proposition in theory, but then invite you, the court,